Et voilà, on en est arrivé au bout de cette saison 2023 de Formule 1. Alors on le sait, c'est pas la course la plus intéressante de l'année. Malgré tout, ce dimanche, on a quand même eu quelques jeux de stratégie et surtout on avait pas mal de batailles au championnat constructeur entre Ferrari et Mercedes, mais aussi entre AlphaTauri et Williams pour la 7ème place au constructeur. Donc au final, ça nous a un petit peu tenu en haleine. Vous l'avez compris, aujourd'hui on s'attaque au Grand Prix d'Abu Dhabi, 22e et dernière course de la saison 2023 de Formule 1. C'est parti. Alors je voulais commencer cet épisode par parler de Yuki Tsunoda qui réalise une fin de saison incroyable et un Grand Prix tout aussi intéressant avec une 6ème place en qualif et une 8ème place à l'arrivée, juste devant un certain Lewis Hamilton qui l'a poussé à la faute dans le dernier tour. Bref, masterclass de Yuki Tsunoda, masterclass d'AlphaTauri en cette fin de saison. On le sait, depuis le Japon, ils ont apporté de nouvelles pièces sur la voiture, des pièces provenant d'une certaine équipe Red Bull, je crois. Et ces pièces-là, elles ont apporté énormément de performance à la voiture. On parle quand même de la pire voiture du plateau pendant une grande partie de la saison. Dernier du classement constructeur pendant les 2 premiers tiers de saison à peu près, à une équipe qui finalement a failli battre Williams pour la 7ème place, même s'il y avait un petit peu trop de gap au niveau des points. C'est quand même vraiment impressionnant. On pourra retenir notamment la très belle 7ème place de Daniel Ricciardo au Mexique, qui est le meilleur résultat de l'équipe cette année. Et justement, à l'arrivée de ce Grand Prix, on avait beaucoup critiqué Tsunoda pour sa grosse faute à la bataille pendant le Grand Prix, pendant que son coéquipier, lui, il allait chercher de gros points pour l'équipe. Fait du bruit tellement c'était claqué au sol. Claqué? Claqué au sol. Eh bien, il s'est bien rattrapé depuis avec de très belles performances, même s'il y a eu un abandon à Las Vegas, et notamment sur cette course où il termine 8ème, comme je le disais plus tôt. C'était vraiment impressionnant, son premier relais était très rapide. Alors par rapport aux leaders qui se sont assez vite arrêtés dans le Grand Prix pour basculer sur une stratégie à 2 arrêts, il y avait plus de température que prévu et donc plus de dégradation. On était d'abord parti sur une stratégie à 1 arrêt pour la majorité des équipes et au final beaucoup ont basculé sur 2 arrêts, sauf un, Yuki Tsunoda, qui est resté sur un arrêt lui justement et qui s'est arrêté au 22e tour pour se débarrasser de ses médiums et passer les durs. Cette stratégie elle était un petit peu compliquée à tenir parce que certes on gagnait un arrêt au stand, donc à peu près 22 secondes pour traverser la pit lane sans compter l'arrêt au stand, mais ensuite on allait quand même beaucoup perdre parce que la dégradation était assez importante et justement en fin de course il était un petit peu à l'agonie avec un Lewis Hamilton qui revenait comme une balle derrière, mais il s'est super bien défendu et a même poussé Hamilton à la faute dans le dernier tour pour garder cette 8ème place. Et si vous ajoutez à ça la P6 en qualif, c'est un sans faute pour Tsunoda. On pourra noter que Ricciardo n'était pas si loin sur cette course puisqu'il termine à la 11ème place. Le point à retenir pour AlphaTauri en 2024, c'est que le partenariat technique avec Red Bull va se renforcer et on devrait voir beaucoup plus de ses performances l'année prochaine. Alors maintenant, on va s'attaquer à un pilote dont on a pas mal parlé cette saison, même si sur certains épisodes, je le laissais de côté, parce qu'il y avait juste rien à dire tellement il était intouchable et quasiment parfait dans son exécution. Vous l'avez compris, on va parler de Max Verstappen, qui ce week-end a signé sa 19e et dernière victoire de la saison, impériale. Énorme. Alors comme j'ai dit, Verstappen cette saison, c'est 19 victoires, dont 10 d'affilée. Nouveau record pour Verstappen qui avait battu celui de Vettel, détenu depuis 2013 avec 9 succès d'affilée. Mais c'est aussi plus de 95% de victoires sur la saison. Là aussi, c'est un nouveau record. Mais c'est pas tout, parce que c'est aussi 4 victoires en sprint, 21 podiums, 12 pole positions. À la rigueur, quasiment le truc le moins impressionnant sur sa saison, les 12 pole positions. Et à ça, vous pouvez rajouter 11 hat-tricks. Alors un hat-trick, c'est quoi? C'est la pole, la victoire et le meilleur tour, dont 2 grands chelems auxquels vous rajoutez tous les tours menés pendant le Grand Prix. Donc là, en général, un grand chelem, c'est vraiment une domination totale. Alors cette saison, Max, on n'a rien à lui reprocher, il a été quasiment parfait toute la saison, avec une toute petite erreur à Silverstone, où il touche le muret en sortie des stands, il pète un aileron avant, c'est pas grand chose sur une saison, surtout quand vous comparez à certains autres pilotes. Il a plus du double des points de Perez en seconde position, il pourrait gagner le championnat constructeur à lui tout seul, et ce, avant même le dernier Grand Prix. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire sur Max cette année, on en reparlera forcément dans le débrief de fin de saison. Sur cette course, il est un petit peu inquiété par Leclerc dans le premier tour qui tente 2 attaques dans les 2 zones DRS, même si le DRS n'était pas encore activable à ce moment-là. Petite aspiration, il se positionne. Il est peut-être pas assez agressif, Charles Leclerc, sur Max Verstappen, mais en tout cas Verstappen, lui, il est nickel en défense, il ne laisse pas passer. Et après ça, il s'envole assez facilement, il était déjà à plus d'une seconde, Charles Leclerc, au moment de l'activation du DRS au 3e tour. Donc à partir de ce moment-là, il n'est pas trop inquiété, Verstappen, pour le reste de la course. Il va garder un écart assez important pendant tout le Grand Prix. Il termine avec une avance confortable, je crois qu'il y avait une quinzaine de secondes entre lui et Leclerc en fin de Grand Prix. Classique, il fait une stratégie à 2 arrêts comme beaucoup, on l'a dit pour Tsunoda. Il s'arrête à la fin du 16e tour pour se débarrasser de ses médiums et partir sur 2 relais en dur, tranquille. Alors maintenant, je vais vous parler d'Alpine qui a vécu un Grand Prix à la hauteur de leur saison, moyen. Il n'y avait pas trop de performance, c'était compliqué en qualif malgré tout, avec une 10e place de Gasly qui arrive à se hisser en Q3. Et Esteban Ocon, lui, il a échoué malheureusement à un 10e à peu près, je crois, de cette Q3. A noter quand même que Esteban Ocon était malade, il a chopé un petit virus entre Las Vegas et Abu Dhabi, donc c'était un petit peu plus compliqué pour lui dans le week-end. Le dimanche, il était à peu près remis, mais ça n'a pas été beaucoup mieux pour Alpine. Les deux Normands terminent 12e et 13e d'une course difficile. Alors je sais plus sur quel pilote, mais ça fait un arrêt à plus de 3 secondes et un deuxième à
plus de 4 secondes carrément. Pas mal, non? C'est français. Donc là, c'est juste pas possible, hein, si on veut se battre pour la victoire l'année prochaine ou dans les années à venir avec une bonne voiture. C'est important, la bonne voiture. Il va falloir bien maîtriser les arrêts au stand, les stratégies et toute l'exécution en piste. Je l'ai beaucoup souligné cette saison, Alpine, ils ont été plutôt forts de ce côté-là, avec des stratégies qui étaient plutôt maîtrisées, des arrêts au stand qui étaient assez courts, même si c'était pas forcément au niveau de McLaren ou même de Ferrari sur certains week-ends. Ils étaient quand même plutôt maîtrisés, on fait pas d'erreurs, on va dire, même si on n'est pas forcément les plus rapides. On fait pas des arrêts catastrophiques comme peuvent le faire Haas, Alfa Romeo sur certaines courses. Faut progresser l'année prochaine, en plus de faire progresser la voiture. Du côté de Gasly, on peut pas vraiment lui en vouloir, hein, parce qu'il s'est lancé quand même dans le top 10, ce qui est pas mal au vu de la perfo de la voiture ce week-end. Il termine malheureusement 13e, comme je le disais, après un petit incident avec Lewis Hamilton. Petit incident de course, hein, honnêtement, entre les deux, il n'y a pas eu de pénalité, c'est bien normal. Gasly arrive au virage 6, à la fin de la grande ligne droite, loupe un petit peu son freinage, va assez loin dans le virage puisqu'il loupe la corde, décide de croiser un petit peu comme si on était en bataille avec un autre pilote pour s'ouvrir au maximum le prochain virage et essayer de perdre le moins de temps possible à la réaccélération. Malheureusement pour lui, ce genre de manœuvre, ça demande de plus ralentir qu'à l'accoutumée si on va choper le point de corde comme il faut. Et il y avait un certain Lewis Hamilton juste derrière, qui n'a pas vraiment compris tout ce qui se passait devant lui et qui lui clippe légèrement le diffuseur arrière. Malheureusement, des petits morceaux s'envolent et à partir de là, c'est une grosse perte aéro et une grosse perte de temps. Je crois qu'on parle de 4 dixièmes au tour à peu près, hein, donc c'est quand même assez conséquent. Sans ça, il aurait sûrement pu se battre pour les points, mais bon, ça reste quand même pas ce qu'on attend, hein, de la part d'Alpine. D'autant plus après un week-end comme celui de Las Vegas, même s'il faut quand même le rappeler, Las Vegas pour Alpine et même pour plein d'équipes, c'est un épiphénomène, hein. C'était un circuit qui était très particulier avec quasiment que des lignes droites, un grip inexistant, plein d'éléments, plein de facteurs qui faisaient qu'on pouvait avoir des performances un petit peu surprises, on va dire, à Las Vegas. Ça a été le cas d'Alpine et j'ai envie de dire qu'à Abu Dhabi ce week-end, ils sont revenus à la réalité. Alors on va maintenant parler du fait marquant de cette course, la bataille pour la deuxième place au classement constructeur entre Ferrari et Mercedes. Alors on avait deux teams pendant la course, la bataille Leclerc-Russell et la bataille Hamilton-Sainz. Alors la raison elle est simple, hein, c'est que Russell et Charles Leclerc ils ont réussi leur qualif, là où leurs deux coéquipiers ont eu beaucoup plus de mal, surtout Carlos Sainz. Pour Leclerc c'est simple, il nous sort un tour qualif de nulle part, à la Charles Leclerc j'ai envie de dire, dans la dernière tentative de Q3 pour placer sa voiture en deuxième place, alors que pendant toute la qualif on estimait à peu près un top 5 au max. Franchement pour Leclerc, très impressionnant de la part de Leclerc qui était lui-même surpris à l'arrivée de la qualif. Il savait pas comment il avait fait pour arriver là. Bonjour. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. Et Russell de son côté, il était 4ème, donc clairement la bataille allait se dessiner entre ces deux-là pour aller marquer le plus de points possible et essayer de monter sur le podium. De leur côté, Hamilton et Sainz échouent respectivement en 11ème et 16ème place, l'un en Q2, l'autre en Q1 carrément. Non, ça va pas être possible, ce n'est pas possible. C'est pas possible, monsieur. Non, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non possible. Alors globalement, je trouve que c'est quand même très dur pour Sainz depuis le Mexique et les nouvelles pièces apportées sur la Ferrari, notamment le plancher qui ont apporté beaucoup de performances, mais surtout qui ont permis à Charles Leclerc de mieux saisir la voiture, de mieux comprendre son auto et d'être plus performant avec, tout simplement d'être plus à l'aise au volant. Et ça a pas fait du bien à Carlos Sainz. Il était très perfo après la pause estivale et malheureusement depuis le Japon, c'est beaucoup plus dur. Alors malgré leurs bons résultats sur les longs relais en essai libre, je pensais que Ferrari allait plus souffrir pendant la course honnêtement, d'autant plus qu'on avait des températures un petit peu plus élevées que prévu. Et on le sait, la Ferrari, même si à Las Vegas c'était pas forcément le cas, c'est une voiture qui use pas mal ses gommes, donc j'avais un petit peu peur pour ça. Mais au final pas du tout, Leclerc a été très perfo toute la course avec une voiture qui usait assez peu sa gomme. Il a réussi à maintenir Russell à une distance confortable pendant toute la course. Russell n'a jamais été une vraie menace pour Leclerc pendant le Grand Prix. Clairement, les deux font la même stratégie, médium, dur, comme une grande majorité des pilotes, on l'a vu déjà avec Verstappen. Stratégie qui marche, honnêtement, il y avait trop de dégradation pour faire un arrêt, on le sait, Tsunoda l'a tenté, un petit peu compliqué en fin de course. Les arrêts sont très proches les uns des autres. Russell s'arrête au 14e puis au 34e tour, alors que Leclerc s'arrête au 17e et 54e. Vraiment copie conforme dans la stratégie, on s'est vraiment suivi de ce côté-là. Alors devant, on savait que ça allait pas trop bouger, Leclerc avait plus de rythme que Russell, mais par contre derrière, Sainz devait remonter d'assez loin dans le classement, alors qu'Hamilton était déjà à la porte des points sur la grille, donc il y avait un petit peu plus de difficultés du côté de Carlos Sainz, d'autant que le rythme était catastrophique en course pour Sainz, il y arrivait juste pas du tout. Du coup, on bascule sur une stratégie un petit peu différente du côté de Ferrari, on tente quelque chose. Alors j'ai vu beaucoup de monde sur les réseaux critiquer la stratégie de Ferrari et dire que ce n'était pas la faute de Sainz, vraiment. Il foire sa qualif. C'est forcément compliqué, il s'élance 16e et à ce moment-là on se dit chez Ferrari on va le faire partir en dur pour tenter une stratégie un petit peu décalée. Au final il s'arrête dès le 23e tour, ce qui est quand même assez tôt avec des pneus durs pour en changer parce qu'il était juste complètement à l'agonie. Ils remettent des durs du côté de Ferrari en se disant ok on attend une safety car, un red flag, quelque chose pour pouvoir s'arrêter et mettre des médiums ou des tendres suivant où on en est dans la course. Alors il faut bien comprendre un truc, cette stratégie c'est pas forcément une erreur de Ferrari même si on peut la lire comme telle à l'arrivée de la course. C'est toujours plus facile de juger une stratégie une fois la course terminée. Au vu du rythme
de Sainz, il fallait tenter quelque chose de différent et clairement le temps gagné par un arrêt au stand gratuit entre guillemets avec une safety car, un drapeau jaune ou même un red flag aurait permis à Sainz de remonter, alors qu'avec une stratégie classique, sachant qu'il partait sur des durs, donc ça aurait été dur, médium, il n'aurait pas permis de remonter dans les points ou aller un point si tout se passait bien. Il avait juste pas le rythme, Carlos Sainz, donc faut arrêter de porter trop la faute sur Ferrari. Ils sont pas les rois de la stratégie, ça c'est clair, mais là sur ce coup-là, c'est plutôt de la faute de Carlos. De son côté, Hamilton, il fait pas une course zinzin non plus, hein. Il est quand même assez loin du rythme de Russell, hein, même si le samedi, l'anglais annonçait justement que Lewis allait remonter pendant la course et qu'il avait un gros rythme. Alors c'est quand même 2 points marqués par Hamilton, mais qui n'étaient pas forcément utiles dans la bataille au championnat, puisque Mercedes s'impose avec 3 points d'avance sur Ferrari. Alors vous allez me dire, ça participe toujours, hein, il vaut mieux finir à 3 points d'avance que 1 point. No shit. Mais au final, Hamilton n'a pas vraiment été d'une grande aide, tout comme Carlos Sainz d'ailleurs, et c'était vraiment Russell contre Leclerc. Et il y a eu un petit arbitrage qui a eu lieu. Alors oui, vous l'attendiez et on va en parler. Il y a eu un petit accroc entre un certain Lando Norris et un Sergio Pérez. Cet incident, il a eu un très grand impact sur la bataille pour le championnat entre Ferrari et Mercedes. Alors effectivement, on est en fin de course. Pérez est sur une stratégie un petit peu décalée par rapport aux autres. Il s'est arrêté comme Verstappen assez tard dans la course pour chausser son 2e train de pneus durs au 42e tour, si mes souvenirs sont bons. Ça va lui permettre d'avoir un pneu plus performant en fin de course par rapport notamment à Lando Norris. Il remonte donc très fort. Il tente une manœuvre au virage 6 à la fin de la grande ligne droite avec le DRS. Alors il faut se dire un truc dans cet incident, personne n'a tort. Comme ça c'est dit. Pérez freine certes très tard, comme Leclerc l'a fait à Las Vegas la semaine dernière. Petit dive bomb pour essayer de passer Norris. Il loupe la corde, mais il laisse quand même assez de place à l'extérieur pour Lando Norris. De son côté, Norris, lui, il a laissé aussi assez de place à Pérez. Donc au bout d'un moment, il se dit, bon c'est bon, là il a la place, je peux entamer mon braquage. Il commence à tourner et malheureusement c'est trop tôt puisqu'il va taper dans Pérez. Alors petit contact entre les deux roues qui repousse Norris vers l'extérieur. Il décide de couper le virage et ressort donc devant Pérez. À ce moment-là, on se dit, ok, petit incident de course, il y a petit contact parce qu'il y a eu une certaine incompréhension. Comme je l'ai dit, les deux ont raison. Norris a laissé assez de place et Pérez aussi. La piste est très large à cet endroit-là. Donc les deux ont laissé de la place. Malheureusement, il y a eu une petite incompréhension. Si vous avez déjà fait la course avec vos potes, que ce soit sur un simulateur ou dans un karting, vous le savez, des fois il y a des petits contacts. Et je parle pas de gros dive des enfers où vous tabassez quelqu'un. Je parle de petits contacts. Et c'est normal, c'est ça de faire la course. D'autant qu'après l'action, Norris est toujours devant Pérez. Donc on peut se dire, il y a rien, balle au centre, ça joue. Eh bien non, pas au goût des commissaires et de la FIA qui infligent 5 secondes de pénalité à Pérez pour cette action. 5 secondes qui vont donc déterminer la course, puisqu'à la fin il n'y aura pas assez d'écart entre Pérez et Russell pour que le Mexicain conserve sa 3e place sur le podium. Alors j'ai envie de dire, c'est plutôt un dommage collatéral, hein. Faut pas commencer à avoir de la corruption là où il n'y en a pas, ou des espèces de théories du complot de la FIA pénaliser Pérez pour faire passer Mercedes. Non, la FIA a fait de la merde, clairement. Ils ont encore une fois, selon moi, mal jugé une action. C'est la course, quoi. À un moment, les premières pistes, c'est de refaire le règlement et surtout de laisser les pilotes faire la course. Hein, le fameux let them race qui est pas vraiment tenu. Hein. C'est tenu que pour certains pilotes, j'ai l'impression. Alors pour finir ce dernier épisode de l'année, je vais vous parler de Théo Pourchaire, Victor Martins et Art Grand Prix qui nous ont offert un super week-end, un petit peu tendu. Hein, pour Théo Pourchaire, je vais pas vous le cacher, je serrais un peu les fesses sur mon canapé, mais au final, tout est bien, qui finit bien. Théo Pourchaire est champion de F2 2023. Attention, il n'est pas champion du monde. La FIA F2 et la FIA F3 ne sont pas des championnats du monde reconnus par la FIA. En monoplace, il n'y a que la Formule 1 qui est reconnue comme un véritable championnat du monde. Du coup, on n'est pas champion du monde de F2, mais champion de F2. Voilà, j'ai fait mon relou. On peut continuer. On s'en bat les couilles, grave. Sans déconner, je m'en bats les couilles, mais grave, je te dis. Alors le week-end, il n'a pas super bien commencé hein, pour Théo, P14 en qualif, alors que son principal adversaire, Frédéric Vesti, s'élance lui 9e. Il fait une super course sprint, hein, Fred Vesti, il la remporte tout simplement, alors que Théo remonte seulement à la 7e place, ce qui est plutôt pas mal, hein, puisqu'il a quand même gagné 7 positions pendant la course. Alors Théo, le dimanche, par contre, il nous a vraiment offert une très bonne course, il s'est lancé une nouvelle fois 14e, il termine 5e, ce qui était tout simplement suffisant pour gagner le titre, peu importe où terminer Fred Vesti, sauf peut-être avec le point du meilleur tour, mais ça vous me corrigerez dans les commentaires. En tout cas, très bonne course, alors que Fred Vesti, lui, il a tout tenté, beaucoup d'attaques, il termine au final 3e, ce qui est vraiment bien, hein, il gagne quand même le sprint. C'est vraiment un bon week-end de la part du Danois, un protégé de la filière Mercedes. Mais bon, on est quand même super content de voir Théo remporter ce championnat. Mais ce week-end, il n'y a pas que lui qui a gagné un titre, puisque Victor Martins, son coéquipier, termine meilleur rookie de la saison et remporte le prix Antoine Hubert. Et surtout, Art Grand Prix est aussi titré par équipe, avec justement leur duo de pilotes très solide, devant Prema, l'équipe de Fred Vesti. Tout est bien qui finit bien. Et voilà, c'est tout pour ce dernier débrief de la saison 2023 de Formule 1. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne, mais aussi sur Instagram, TikTok et en short pour parler de techniques, d'histoire de Formule 1. Vous allez voir, on va voir plein de choses pendant l'hiver. On va se retrouver notamment sur cette chaîne YouTube pour débriefer toute la saison 2023. Alors à mon avis, ce sera une rediff sur cette chaîne YouTube, puisqu'on va très certainement débriefer la saison en live sur Twitch avec vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner, tous les liens sont dans la description. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, on like,
on s'abonne, on active la cloche, ça fait plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao. C'était long quand même, hein.